à tous. Je laisse la parole sans doute pas pour la dernière fois de la journée, à Michel Prats, que vous avez déjà entendu hier, qui est donc inspecteur général de l'équipement honoraire, experte auprès d'ICOMOS France, membre de l'Association des biens français du patrimoine mondial et qui est entré en religion patrimoniale depuis, j'imagine, pratiquement aussi longtemps que la Convention existe, j'imagine. Bah oui, mais oui, à peu près. À peu près, voilà. Bon. Donc je la laisse introduire la journée. Bon, bonjour à tous. Non, ce que je vais vous dire, ce sera peut-être un petit peu une redite par rapport à ce qui a été dit hier, mais je pense que c'est pas inutile parce que ça a été très, très dense et ce sera évidemment d'un point de vue un petit peu différent. Les thématiques aujourd'hui, c'est agir solidairement, monuments, paysages, territoires, et donc sur les différentes échelles. On vous a rappelé hier que les sites du patrimoine mondial sont bien sûr des territoires d'exception qui s'appuient sur la définition de la valeur universelle exceptionnelle, la fameuse VUE dans notre jargon. Donc c'est cette VUE qui caractérise et qui structure tout dossier, et je dis souvent que c'est l'ADN du dossier. Et elle traduit l'identité du bien. C'est cette identité qu'il convient de respecter tout au long de la vie du site, dans tout acte de gestion et dans tout ce qui a une incidence sur l'évolution du bien. La question que nous allons aborder ce matin, c'est de savoir par qui, comment cette VUE sera acceptée et prise en compte au quotidien en fonction des différentes échelles du territoire, mais également dans le temps et sur le long terme. Donc, au terme de la Convention, on vous l'a rappelé hier, ce sont les États qui sont les seuls porteurs et responsables d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial devant la communauté internationale. Pendant les premières années de la Convention, ce sont les États qui ont choisi les biens, ça vous a été dit également, et qui ont défini cette fameuse VUE dans une approche descendante, top-down, comme on dit maintenant. Et bien évidemment, ils se sont fondés sur la notoriété universelle, dans le meilleur des cas, et parfois nationale, pour les biens qu'ils proposaient à l'inscription. Alors, les élus et la population étaient assez peu, il faut le dire, associés à cette démarche initiale. Et dans le meilleur des cas, il l'était, mais in fine, au moment où, en fin de processus. Si bien qu'il n'y avait pas véritablement de prise de conscience des enjeux et de l'intérêt de l'inscription, du véritable intérêt de l'inscription, et ce qui d'ailleurs à l'époque était assez peu médiatisé. Puis, avec la montée des pouvoirs locaux, grâce à la décentralisation, mais surtout avec le succès de la Convention, il faut le bien dire, ce sont les collectivités territoriales qui s'en sont de plus en plus mobilisées pour faire reconnaître des biens qu'elles estimaient exceptionnels, sans toutefois toujours se poser la question de leur caractère universel ou même de leur véritable chance d'aboutir. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, cela vous a été dit également hier. Les limites de la première démarche, top-down, sont très vite apparues. Lorsque les élus, mais aussi les différents acteurs économiques et les habitants ne sont pas impliqués dès l'origine dans le projet, ils se sentent très rarement concernés. Pardon. Alors, il paraît qu'il faut que j'appuie sur un petit bouton. Non, c'est pas celui-là. Bon. Aujourd'hui, notamment en Europe, comme ça vous a été également dit hier, ce ne sont plus des monuments isolés que l'on propose à l'inscription, mais généralement des ensembles beaucoup plus vastes, des centres urbains, des paysages culturels ou naturels, et en fait ce sont des territoires étendus et de plus en plus variés. Mais même lorsqu'il s'agit d'un monument isolé, comme par exemple le pont du Gard, celui-ci, on l'a vu également hier, s'inscrit toujours dans un contexte, avec des abords, un environnement social, un environnement naturel, dont on ne saurait faire abstraction.
Alors, ça implique de très nombreux acteurs sur le terrain, dans les secteurs les plus divers, qui tous interviennent d'une façon ou d'une autre dans la maintenance, dans la transformation de ces territoires. Et ce sont eux qui, finalement, in fine, sont les véritables gestionnaires au quotidien de ces espaces complexes. Alors, il faut bien un chef d'orchestre. Il faut aussi des médiateurs pour faire comprendre le pourquoi, le comment de l'inscription, pour accompagner les acteurs du territoire dans une démarche d'excellence et pour éviter surtout les dérapages. C'est le rôle des porteurs de projets, de l'équipe de gestion, tout au long de la vie et sur le long terme, ainsi que des structures de régulation nationale et locale qui seront mises en place et au sein desquelles toutes les compétences, notamment celles des spécialistes de l'espace, ont leur place. Mais comment saisir, comment sensibiliser, associer tous ces acteurs aux préoccupations, aux attentes, dont les préoccupations, les attentes, les objectifs sont souvent multiples et parfois contradictoires, et même, je dirais, souvent contradictoires. Comment les motiver et à quel moment? C'est, j'espère, ce qui sera dit tout à l'heure. Mais de mon point de vue, c'est généralement grâce et autour d'un projet commun, d'une vision commune, d'un projet de territoire, et que l'on construit ensemble, et c'est comme cela qu'on y parvient. Alors, les sites du patrimoine mondial, à ce titre, sont des espaces d'expérimentation particulièrement intéressants. Il y en a, cette démarche, on peut la pratiquer partout. Mais grâce justement à l'aura tout à fait particulière dont ils jouissent, ça permet de motiver et de susciter l'adhésion du plus grand nombre d'acteurs, voire même, comme ça a été vu hier pour la Champagne par exemple, au-delà du bien lui-même et au-delà de l'espace du bien, dans une zone plus large que l'on a appelée en Champagne la zone d'engagement, et qui crée ainsi des nouvelles solidarités territoriales. Cependant, cette recherche d'une implication des acteurs politiques, économiques ou citoyens n'a pas toujours eu lieu. Et en particulier dans les dossiers les plus anciens, et ça vous a été également rappelé hier, ce qui explique d'ailleurs les difficultés de gestion de certains biens déjà inscrits. Je pense en particulier, mais Perrine va s'amuser, au site de Gavarnie, Montperdu. Le dossier a été porté par une association locale de gens très compétents, des sachants, des gens persuadés qu'ils connaissaient et qui effectivement connaissaient parfaitement leur territoire, mais sans qu'il y ait eu d'abord une véritable adhésion ni de la population, qui n'a pas été consultée, ni des élus, tout au moins des élus au fur et à mesure de leur changement, parce que c'est aussi un des problèmes, c'est que les élus changent. Donc peut-être, il me semble que le maire de Gabarnie avait adhéré au projet au moment où le projet a été proposé. Mais l'effet de l'élection passant, 4 ans après, c'était plus le même, et le nouveau n'a pas du tout compris, et donc immédiatement s'est opposé au projet. Donc, d'où des conflits qui ont duré pendant des années, un risque de déclassement, car l'UNESCO, se fondant toujours sur les éléments de la VIE, c'est la seule chose que l'UNESCO connaît, donc se fondant sur ces éléments, tels qu'ils étaient exprimés dans le dossier, a constaté qu'ils n'étaient pas respectés. Et donc, c'était d'autant plus compliqué qu'il s'agit d'un bien transnational, et donc que nous ne sommes pas seuls responsables, qu'il y a également l'Espagne qui gère le site, enfin, est censé gérer le site conjointement. Donc, d'où des problèmes qui sont en train, heureusement, de se régler, par notamment la mise en place d'une structure de gestion et de concertation.
Donc voilà, ça c'est un des éléments, un exemple que je voulais vous donner parce que ça permet aussi, il faut prendre aussi en compte l'intérêt pour le site sur le long terme, l'intérêt des individus et des organismes concernés devant gérer ce territoire sur le long terme. Alors pour y parvenir, il faut évidemment un porteur légitime et animé par une volonté forte et pérenne, reconnu et soutenu par l'État et aussi par les élus du territoire, dont il est souvent d'ailleurs, mais pas toujours, l'émanation, et qui s'associe aux différentes forces vives du territoire. Mais alors, le rôle des intermédiaires, des passeurs, des interprètes, des garants de la valeur est également essentiel, car cette valeur du territoire que l'on veut défendre ne sera jamais tant partagée que lorsqu'elle aura été découverte et construite, et en permanence reconstruite ensemble. Et c'est un travail de très longue haleine qui dure tout au long de la vie du bien, car tant les porteurs que les acteurs changent, comme je viens de vous le dire, et les approches, les sensibilités, les exigences évoluent aussi dans le temps. Donc il faut faire évoluer le dossier au fur et à mesure du temps. Et c'est un des éléments qui me paraît important à souligner. Les architectes, formés à la perception de l'espace, à la connaissance, à la transmission du patrimoine, ont un rôle important à jouer dans cette maïeutique, et à condition de ne pas perdre de vue la multiplicité des enjeux, la nécessité d'un dialogue, du partage des points de vue, d'une approche pluridisciplinaire, interdisciplinaire, et surtout du respect de l'autre. Il n'y a pas des sachants d'un côté et puis les autres. Chacun a, par sa propre perception du territoire, son vécu, une connaissance qu'il s'agit d'exploiter pour la réussite d'un projet commun. L'implication des habitants dans la construction d'un dossier d'inscription au patrimoine mondial est un phénomène relativement récent, mais qui suppose une médiation importante, une explication permanente, et mieux, une construction conjointe entre ces fameux sachants et les acteurs au quotidien. Ils ont une forme de connaissance qui est incontournable, c'est celle du vécu, c'est celle de l'usage, c'est la mémoire aussi du patrimoine. Et donc c'est cet aller-retour, c'est cette mise en commun des connaissances qui a nourri un certain nombre de dossiers récents. Dans les Cévennes, par exemple, les scientifiques du parc, naturalistes, sociologues, ethnologues, historiens, les praticiens, les architectes, les paysagistes, se sont aussi nourris de l'expérience des éleveurs, des traditions, de leur connaissance du terrain, pour construire ensemble un projet retraçant l'histoire d'un paysage façonné par des millénaires d'agropastoralisme. Par contre, il y manquait une structure de gestion bien implantée, portée par les élus. Et cette structure est en train de se mettre en place. En Bourgogne, le dossier a permis aux universitaires de remonter jusqu'aux sources de l'implantation viticole, de retrouver ou de rappeler des documents complètement oubliés et de comprendre l'origine et l'évolution de ce fameux terme de climat qui est pris dans une acception tout à fait locale, qui veut dire la parcelle parfaitement identifiée par ses qualités organoleptiques, vitivinicoles spécifiques. Mais il a également motivé les viticulteurs et toute la population, ainsi que les élus de tous bords, autour de ce projet, en faisant appel à la mémoire collective, à l'identification, à l'inventaire du petit patrimoine rural, des termes, et en permettant de lancer une vaste campagne de révision patrimoniale des documents d'urbanisme, de création d'AVAP. Et c'est également ce qui s'est produit d'ailleurs, cela vous a été dit tout à l'heure, et hier en Champagne, mais aussi dans de nombreux vignobles étrangers, en Piémont par exemple, dans la vallée du Rhin, à Lavaux. Dans le cas des dossiers plus anciens ou plus complexes, s'il a été mis en place une structure de gestion suffisamment organisée
et soutenue par les élus et les services de l'État, elle peut, grâce à une mise en œuvre d'une concertation, d'un plan de gestion partagé, d'un travail de longue haleine, recréer cette appropriation a posteriori. Et c'est la tâche, je pense que ça vous sera peut-être expliqué cet après-midi, à laquelle s'est attelé par exemple le Val-de-Loire et la mission Val-de-Loire. Le patrimoine, cela a été rappelé maintes fois hier, intègre dans son essence même, toute une dimension immatérielle, liée aux identités, aux représentations, à la faculté de chaque individu de se l'approprier en fonction de son propre vécu, et tout en partageant cette histoire qui finalement est assez est réinventée constamment avec d'autres, et en la confrontant à d'autres regards. Et c'est en effet le regard de l'autre, du visiteur venu parfois de très loin, la reconnaissance internationale d'une valeur transmise par ce patrimoine qui amène souvent les populations locales à redécouvrir leur propre quotidien, leur propre identité. On l'a rappelé hier, c'est ce qui s'est passé au Havre. Nombre d'habitants n'avaient pas conscience du tout de la qualité de leur ville, ils la détestaient même, hein, alors qu'ils ont aujourd'hui appris à la voir autrement, et qu'ils en sont fiers, et qu'ils ont appris à la comprendre et à l'aimer. On l'a dit à plusieurs reprises, le patrimoine d'aujourd'hui ne se limite plus à l'objet, à l'architecture. Il y a longtemps que l'on a perçu donc l'importance du contexte, la diversité des interactions à l'œuvre dans le fonctionnement urbain, le rôle incontournable de l'usage qui transforme et fait évoluer le bien. En outre, on l'a vu avec l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, qui est l'aboutissement d'un long processus, que commence à ce moment-là une nouvelle vie, une fois qu'on est inscrit. Et cette nouvelle vie, c'est l'apprentissage de l'excellence dans le respect de la VIE et dans sa pérennisation, sa préservation à long terme. Cela nous ramène à la nécessité d'organiser un suivi des biens à différents niveaux et à travers différents systèmes. L'un d'entre ces systèmes concerne une sorte d'autocensure organisée par les biens eux-mêmes, d'une part en informant les États et le Comité du patrimoine mondial de tout projet qui serait susceptible d'avoir un impact sur la VIE, et d'autre part à travers l'exercice du rapport périodique dont on vous a parlé rapidement hier, tous les 6 ans, dont c'est Béatrice qui vous en a parlé, et qui a pour effet de responsabiliser les élus et les gestionnaires locaux. Mais il est également nécessaire que les pouvoirs publics assurent un système de veille et de régulation. Car, je rappelle, dans un bien du patrimoine mondial, le suivi de la gestion, le respect de la VIE ne peuvent pas s'organiser uniquement au niveau local. Il doit également impliquer les services de l'État qui sont seuls garants devant le Comité du patrimoine mondial, et même ils doivent également, dans certains cas, informer le Comité du patrimoine mondial lui-même, car il s'agit d'un bien universel dont les porteurs et les acteurs sont responsables devant la communauté internationale et au regard des engagements qu'ils ont pris. Personne ne vous n'oblige un bien, un site à être au patrimoine mondial. Ce sont les porteurs du dossier qui font la démarche. Donc ensuite, il faut faire ce qu'il faut faire. C'est la dure leçon d'ailleurs qu'en ont tiré les villes de Dresde et de Bordeaux, toutes deux menacées d'exclusion à la suite d'un projet de pont. La première, ayant refusé de modifier son projet, a été exclue purement et simplement de la liste. La seconde, c'est-à-dire Bordeaux, a mis en œuvre les moyens nécessaires, mais non seulement pour faire accepter son projet, pour expliquer son projet qu'il n'avait pas expliqué, considérait que on changerait la peinture et puis tout serait bien, basta. Eh bien non, ils ont failli être délistés 1 an après avoir été inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Ça fait des désordres. Donc, ils ont constitué, pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir, ce qu'ils ont appelé le club, le comité local UNESCO Bordeaux.
Et c'est une structure de concertation avec des élus, tous les élus locaux, des services de l'État, des représentants des associations, des représentants de la société civile. Et tout ce monde-là se réunit une fois par mois et regarde tous les dossiers qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la VUE. Et ils informent, le cas échéant, les échelons locaux, les différents responsables locaux, mais également l'administration centrale, voire l'international. Et c'est ce qui vous a été présenté, lors des séances du public du jeudi. Il est enfin important de souligner le rôle des ONG et des associations dans la maturation de la réflexion sur le patrimoine mondial, la transmission de l'information, son évolution, l'amélioration de la gestion. Aux côtés du comité du comité national du patrimoine mondial, on vous en a parlé hier, l'ICOMOS et l'UICN participent à l'évaluation, au travail de veille, au suivi réactif, à la réflexion sur le fond. Et en France, aux côtés du comité international du patrimoine mondial. Mais en France, nous avons, on vous l'a dit hier, un comité des biens français du patrimoine mondial. Et c'est un relais important. Et ICOMOS France joue un rôle certain. Mais aussi, il y a deux autres réseaux très importants qui sont composés d'élus et de gestionnaires et qui sont liés. Ce sont les biens français du patrimoine, le réseau des biens français du patrimoine mondial, l'association des biens français du patrimoine mondial, dont on a parlé, qui réunit tous les gestionnaires du patrimoine mondial français. Et c'est aussi le réseau des grands sites de France, car de nombreux biens sont également grands sites et patrimoine mondial. Et ces réseaux assurent l'information et la formation de leurs membres, des échanges de bonnes pratiques et ils diffusent des échanges de bonnes pratiques, des solutions adaptées à chaque contexte dans une recherche d'excellence. Et en ce qui concerne le RGSF, ils assurent également une formation internationale des gestionnaires de biens francophones. J'ai presque terminé. Le patrimoine est un fait culturel qui devient aujourd'hui multiculturel, interculturel, tant pour les sociétés qui le vivent au quotidien qu'à travers les visiteurs qui viennent le découvrir, voire même ceux qui ne l'ont jamais vu, mais qui, grâce aux médias, à la mondialisation, l'imaginent et le reconstruisent. Qui d'entre nous n'a pas rêvé du Taj Mahal, de Chandrigar, du Machu Picchu, même si on n'y est jamais allé, ou des marquises? Car le patrimoine n'est pas seulement l'œuvre de l'homme, c'est aussi, surtout, l'œuvre combinée de l'homme et de la nature. Et de plus en plus, ces deux approches se mêlent, s'interpénètrent, se complètent. La beauté d'un paysage naturel, elle est considérée initialement par la Convention comme un élément naturel. C'était le fameux Christer VII. Mais en réalité, c'est bien évidemment un fait culturel. La nature nous rappelle aujourd'hui, comme il est important de la respecter, si notre espèce veut pouvoir survivre. Et le patrimoine mondial est devenu un symbole fort, de portée universelle, au point qu'il est considéré, hélas, par les opposants à la civilisation occidentale, comme l'objectif à abattre. Mais l'exemple des populations de Siem Reap enterrant les artefacts pour les faire échapper aux Khmers rouges, celle de ceux de Tombouctou qui cachent les manuscrits, montre à quel point il est important de faire comprendre aux citoyens qu'il s'agit de leurs racines, des racines de l'humanité tout entière, et que le patrimoine d'hier, celui que nous construisons aujourd'hui, constitue les traces que notre civilisation laissera aux générations futures. Alors, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais contrairement à mon habitude, j'ai peut-être aussi été un peu abstraite. Mais vous allez rentrer dans le concret grâce aux deux intervenants. Je ne vois pas Nicolas. Il est quelque part. Ah, il n'est pas. Il va arriver. Bon, très bien.
Donc, la première personne qui va intervenir, c'est Perrine Lang, et ensuite, ce sera Nicolas Fauchère. Donc, Perrine, tu es architecte de DPLG, et après une expérience de 8 ans dans différentes agences d'architecture, dans le concret, tu as intégré le corps des urbanistes de l'État et la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages auprès du ministère du Développement durable, où tu es notamment en charge du patrimoine mondial, c'est pour ça que tu es là, à la sous-direction de la qualité de la vie. Tu envisages de nous présenter le rôle du ministère du Développement durable dans la conduite de la politique du patrimoine mondial, tant au niveau international que national et territorial, et la répartition complexe des acteurs et des compétences. Béatrice nous a déjà fait un petit peu ce tableau hier. Tu aborderas également les différentes échelles et les valeurs du territoire d'exception, des territoires d'exception, et les solidarités que cela induit. Enfin, tu nous parleras du programme de recherche Action du ministère, auquel vous m'avez fait l'honneur de participer. Donc, Perrine, c'est à toi. Bon, bonjour à tous. Merci Michel pour cette introduction. Je vais du coup revenir sur certaines choses que tu as dites, notamment sur le rôle des gestionnaires. Donc, je suis architecte urbaniste de l'État, je suis au ministère de l'Écologie. Alors du coup, je vais faire un petit rappel sur pourquoi le ministère de l'Écologie est ici devant vous pour vous parler du patrimoine mondial. On sait surtout que le patrimoine mondial, c'est surtout le ministère de la Culture. Historiquement, c'est évidemment le ministère de la Culture. Mais depuis quelques années, le ministère de l'Écologie a pris en charge cette politique pour différentes raisons. Donc je vais vous faire un petit rappel sur le qui fait quoi en fait. Mais je sais que Béatrice Boisson-Saint-Martin, qui est intervenue hier, vous a déjà fait une présentation, notamment sur sa partie à elle. Et évidemment, entre les deux ministères, on n'est pas tout à fait symétrique. Donc du coup, c'était pour moi de vous présenter exactement qui fait quoi. Avant de vous dire comment on s'organise entre les deux ministères au sein de l'État, vous dire un petit rappel sur le qui fait quoi au niveau international. Donc comme l'a dit Michel, il y a le comité du patrimoine mondial, c'est 21 pays, ces fameux 21 pays qui décident si on inscrit ou pas sur la liste du patrimoine mondial. Ils examinent toutes les propositions d'inscription et décident aussi si on met en péril ou pas un bien. Donc là, c'est les photos du dernier comité qui s'est tenu à Doha en juin l'année dernière. Et cette année, le comité se tiendra aussi en juin-juillet, cette fois-ci à Bonn, en Allemagne. Évidemment, il y a l'importance des organisations consultatives qui évaluent ces biens, qui font aussi une veille, comme l'a dit Michel, sur les états de conservation. Vous dire aussi que nous, au ministère de l'Écologie, on travaille énormément avec l'UICN et aussi ICOMOS, mais surtout l'UICN, sur justement réviser la liste indicative, faire des évaluations sur tous nos biens pour qu'on ait une veille très stricte. En fait, c'est un collège d'experts qui nous est utile pour enseigner le ministère de l'Écologie. Et puis, il y a le centre du patrimoine mondial. Ce qui est difficile toujours à expliquer, c'est qu'il y a le comité, il y a le centre du patrimoine mondial, il ne faut pas confondre. Le centre du patrimoine mondial a été créé pour justement gérer la convention. C'est une sorte de secrétariat et c'est eux qui administrent et qui organisent le comité du patrimoine mondial. C'est un centre administratif qui existe au sein de l'UNESCO. Et donc ce centre du patrimoine mondial, ce ne sont pas des experts. Les experts sont vraiment ceux UICN ou ICOMOS, mais ils disent si le dossier est complet, qu'on dépose une candidature, ils nous renseignent sur différentes choses et ils font parfois, parce que c'est mon travail actuellement, ils font parfois un peu un lien diplomatique quand on a des sujets difficiles. Et puis on arrive enfin à l'État partie France, comment la France est organisée entre ses ministères techniques. Donc il y a le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie et le ministère des Affaires étrangères. Donc ces trois ministères sont les trois entités qui sont ceux qui mettent en œuvre la Convention du patrimoine mondial en France. Et évidemment, j'ai tenu à mettre sur cette diapo les gestionnaires des biens. Comme l'a dit Michel, les gestionnaires des biens, alors souvent c'est ceux qui ont porté la candidature qui se sont transformés en gestionnaires de biens une fois que le bien est inscrit.
Là, il est intéressant de voir que les gestionnaires de biens aujourd'hui, étant donné que nous sommes un pays où il y a des compétences qui sont partagées, les gestionnaires de biens ont en main un certain nombre de compétences pour la bonne gestion des biens. Et évidemment, pour la proposition, pour les candidatures qui sont longues, ce sont aussi des collectivités territoriales qui portent. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un des dossiers qu'on gère au ministère de l'Écologie, qui est la chaîne des puits. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un dossier qui a été porté à la candidature l'année dernière au Comité du patrimoine mondial, et c'est porté par un département, par le Conseil général du Puy-de-Dôme, qui souhaite voir la chaîne des puits inscrite au patrimoine mondial. Si toutefois un jour il n'est pas encore inscrit, il est en processus, probablement dans 2 ans, il peut être inscrit sur la liste. Ce conseil général sera probablement le gestionnaire du bien. Et il sera en lien, évidemment, avec nous, ministère de l'Écologie, mais aussi, pour certaines choses, il peut être en lien avec le ministère de la Culture ou du ministère des Affaires étrangères. Donc, pour vous dire ici que l'État est garant, mais comme on vient de le voir, en fait, les ministères qui représentent l'État, en fait, on est en lien avec les gestionnaires de biens. On évalue et on accompagne les candidatures. Donc, dès lors qu'il y a un groupe de gens, collectivités territoriales qui se mobilisent pour une candidature, très rapidement, ils viennent nous voir, nous, au ministère, pour avoir des renseignements sur comment ça se passe et comment on accompagne. Parfois, ce sont carrément des établissements publics du ministère de l'Écologie. Un autre dossier qu'on est en train d'accompagner, c'est un parc national, qui est le parc du Mercantour, qui se propose une candidature transfrontalière avec l'Italie. Et donc, le parc national du Mercantour, le ministère de l'Écologie a la tutelle des parcs nationaux. Donc, il vient voir sa tutelle et on discute ensemble pour accompagner cette candidature. On s'attache, comme on est un ministère qui a beaucoup de partenaires, on a donc un partenariat très privilégié avec l'UICN France, et on accompagne cette candidature et on l'évalue grâce à un groupe de travail UICN France, ministère de l'Écologie, et en face on a le parc national du Mercantour et leurs homologues italiens. Donc l'État évidemment gère aussi sa liste indicative. Là, par exemple, Mercantour est sur la liste indicative et ça permet de donner un signal fort aux porteurs de projets pour dire qu'ils ont une sorte de feu orange pour continuer à travailler sur leur candidature. Je ne sais pas si ça vous a déjà été dit, mais un processus de candidature en France, c'est entre 5 à 10 ans. Ce qui est plutôt une bonne chose, étant donné que ça dépasse les mandats électoraux. Et donc, du coup, la population et les porteurs de projets sont obligés de s'inscrire dans un temps long. Et ça, c'est plutôt intéressant et rassurant pour nous, puisque ça éprouve un petit peu, en fait, les porteurs de projets dans leur dynamique. Et donc, du coup, on a un lien très fort entre le ministère de la Culture sur ces sujets-là. Juste pour vous dire, alors la répartition n'est pas si facile que ça, c'est-à-dire que là, je viens de vous parler de 2 biens naturels qui sont la chaîne des puits et le Mercantour, mais nos interventions au ministère de l'Écologie, enfin du développement durable, c'est pas forcément que sur les biens naturels. C'est-à-dire qu'on ne se répartit pas forcément les choses entre les 2 ministères, le ministère de la Culture, les biens culturels, le ministère de l'Écologie, les biens naturels. C'est un peu plus complexe que ça. En fait, le ministère du Développement durable a agi dans le cadre du Code de l'urbanisme et du Code de l'environnement, et le ministère de la Culture agit dans le cadre du Code du patrimoine. Tout ça pour vous dire que, par exemple, il y a des sujets, des biens culturels sur lesquels le ministère du Développement durable agit, notamment dès l'instant où c'est le Code de l'urbanisme ou le Code de l'environnement qui sont mobilisés. Pour vous donner un exemple concret, beaucoup de biens inscrits en France sont culturels, bien évidemment, font appel à des lois qui sont dans le Code de l'environnement, notamment, par exemple, on l'a un peu évoqué, Michel l'a un peu évoqué tout à l'heure, tout ce qui est de l'ordre des grands sites de France. C'est-à-dire qu'il
Il y a, par exemple, la grotte Chauvet qui vient d'être inscrite au patrimoine mondial et dans un processus d'une opération grand site, et on s'aperçoit qu'en fait, ces outils de gestion sont très pertinents et c'est des outils de gestion qui sont inscrits dans le Code de l'environnement. Et donc, ces outils sont très, très utiles pour gérer des biens culturels puisqu'ils sont globaux. Comme l'a dit Michel tout à l'heure, on n'inscrit plus un monument, juste un monument. Ça, un monument, enfin, le ministère de la Culture a toutes les compétences, et on est assez bon d'ailleurs en France, pour gérer un monument historique. En revanche, ce qui est plus délicat, c'est l'environnement. Et donc l'environnement au sens large du terme, pas que l'environnement, je ne parle pas de petites bêtes, etc., de l'environnement au sens paysager du terme. Et ça, on fait appel au Code de l'environnement pour pouvoir bien gérer son paysage global. Tout à l'heure, on a eu une magnifique image, Michel a montré une magnifique image du pont du Gard. Et le pont du Gard, en fait, il faut savoir que, évidemment, c'est un monument historique, avec ses abords, 500 mètres autour des monuments historiques, on est tous au courant de tout ça, mais c'est un grand site classé. Et ce grand site classé, en fait, c'est vraiment l'outil qui puisse bien garantir la protection de ce bien. Donc, en France, il y a ces 35 sites culturels, mais je pense que ça vous a déjà été dit. Il y a le site mixte, le fameux cirque de Gavarnie, qui est transfrontalier avec l'Italie. Ce bien mixte, évidemment, c'est aussi un parc naturel un parc national côté France. Du coup, c'est le ministère d'écologie qui en a la charge. Et puis, on a 3 biens naturels aujourd'hui qui sont assez loin de nous, Nouvelle-Calédonie et l'île de la Réunion, et puis un peu plus proche, la Corse. Donc, quelques photos, parce que c'est toujours assez agréable d'avoir quelques photos des biens patrimoine mondial, c'est plutôt des jolis endroits. Donc, golfe de Porto, c'est celui qui est en Corse. Golfe de Porto, réserve de Scandola, Calanque de Piana, les lagons de Nouvelle-Calédonie, Piton, Cirque et rempart de l'île de la Réunion, les Pyrénées, Montperdu, le fameux bien mixte. Il y a très peu de biens mixtes sur la liste du patrimoine mondial. C'est des biens difficiles à justifier puisqu'il faut à la fois justifier des critères naturels et culturels et naturels. Et puis, là, il y a un petit Causse-Cévennes, le paysage culturel de l'agropastoralisme. C'est un paysage culturel, donc il est rangé dans les biens culturels et sous la gestion du ministère de l'écologie, puisque c'est plutôt le ministère de l'écologie qui a été porteur au moment de la candidature. Donc aujourd'hui, c'est nous qui gérons ce bien. Enfin, quand je dis nous gérons, c'est toujours en lien avec les gestionnaires. C'est pas moi. Moi, je suis basée au ministère de l'écologie, donc à Paris, La Défense. C'est pas moi qui, depuis La Défense, gère un bien. Évidemment, c'est des liens très forts que nous avons avec les gestionnaires et nos services déconcentrés. Canal du Midi. Alors là, le Canal du Midi, c'est un bien culturel. Et pourquoi nous avons la gestion du Canal du Midi? Alors, nous avons la gestion du Canal du Midi pour différents titres. Alors, c'est une gestion un petit peu partagée. C'est-à-dire que c'est un lien qu'on a assez fort avec le ministère de la Culture sur ce bien. Et pourquoi on a cette gestion? C'est parce qu'en fait, il y a aussi un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Écologie, qui est VNF, Voies navigables de France. Et donc, cet établissement public qui est sous notre tutelle gère tout ce linéaire, et c'est pour ça que historiquement nous avons ce lien fort. De plus, et là aussi c'est la même chose que le pont du Gard, en fait c'est un site classé donc qui mobilise le code de l'environnement, et donc ce site classé est maintenant étendu, en cours d'extension, et donc c'est un outil qui relève de notre ministère, qui assure la bonne gestion. Après, évidemment, il y a des monuments historiques qui sont les écluses, qui ont un périmètre, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment le lien, et il est nécessaire de bien comprendre une sorte de solidarité entre les outils de protection. C'est pas parce que c'est des codes différents, que c'est des ministères différents, qu'on ne se parle pas, qu'on est dans des mondes différents. Non, au contraire, on a une solidarité entre nous, que ce soit local ou national. Donc voilà, j'arrive à c'était pour vous montrer la diversité, enfin, qui fait quoi, et arriver à parler de la diversité des échelles. Comme on l'a évoqué, il y a la diversité des échelles au niveau des outils de protection, mais pas seulement. Je
suis désolée, il y a eu un bug sur les... Ça marchait bien hier soir, mais du coup, il y a la maman qui mange un petit peu les titres. C'est la basilique et la colline de Vézelay. Alors, on connaît tous enfin là, je parle à des architectes, donc on connaît tous cette colline, cette basilique formidable à Vézelay, et puis son environnement immédiat, qui sont tout ce petit village de Vézelay qui est fort sympathique et vraiment merveilleux. On sait l'importance que ça a dans l'histoire de l'architecture et de la rénovation. Mais en fait, Vézelay, c'est pas que cette nef. Vézelay, c'est un grand territoire. C'est une colline qui est dans un paysage particulier. Et c'est cet environnement-là qu'il faut comprendre, d'une part, comprendre différentes échelles et voir comment ça interagit. C'est-à-dire... Alors là, il y a forcément un bug. Donc la colline de Vézelay, en fait, pour vous dire, juste la colline, la basilique et tout le village qui l'entoure, c'est un secteur sauvegardé. Donc code du patrimoine, il y a des architectes en chef qui sont mobilisés, il y a des ABF, il y a plein de gens très, très experts et très précis. Mais ça, c'est pour, j'allais dire, la colline et le village. Et puis au-delà, comment on fait? Et au-delà, c'est un site classé qui est un site inscrit, qui est la zone tampon. Et ça permet, pour les abords immédiats, d'avoir un regard précis de l'État, puisqu'on vous l'a dit sans doute à plusieurs reprises que l'État est le seul garant devant l'UNESCO dès l'instant où il y a un problème de gestion. Donc tout ça pour vous dire qu'évidemment, il y a une solidarité entre les outils du Code du patrimoine et les outils du Code de l'environnement. Ça, c'est une chose. Bon, on a une zone tampon, c'est très bien. On a une zone cœur, c'est très bien aussi. Mais quand on met une éolienne à 40 km, comment fait-on? Parce qu'on est bien au-delà de la zone tampon. Et on ne peut pas faire du site classé ou du site inscrit sur 40 km. Donc là, se pose une question supplémentaire, c'est comment nous pouvons agir pour protéger un bien dans une grande échelle, qui est l'échelle du territoire, et pour un objet particulier que sont les éoliennes. Alors évidemment, le ministère de l'écologie, écologie, développement durable et de l'énergie, c'est un sujet bien particulier pour nous, puisque au sein du ministère, nous avons aussi ceux qui ont en charge le développement éolien. Donc aujourd'hui, c'est la vraie question qui se pose, comment on peut se concilier, puisque c'est le rôle souvent de l'État, l'inscription d'un site au patrimoine mondial et la logique d'un développement éolien. Donc, c'était la carte que je voulais vous montrer après. Alors, je ne sais pas si, quand même... Bon, en gros, il y avait un fond de carte. Bon, il n'apparaît pas, mais ce qui est nécessaire, c'est voir peut-être le schéma. C'est-à-dire que la tâche au centre... Alors, voilà, la tâche au centre, c'est la colline... Ça, c'est la colline de Vézelay avec son village. Ce périmètre ici, c'est sa zone tampon, donc qui correspond à un site classé et un site inscrit. Et puis, ce que j'ai voulu exprimer ici par les flèches et puis ce pointillé, c'est une étude qui est en cours aujourd'hui, qui est issue de, de ce qui s'est passé notamment au Mont-Saint-Michel, c'est d'arriver à une aire d'influence, réfléchir à une aire d'influence paysagère, c'est-à-dire réfléchir quelle est l'influence paysagère de la colline de Vézelay dans son environnement, et si un projet éolien arrive sur un plateau non loin de la colline, est-ce qu'il a une influence sur la valeur universelle et exceptionnelle du bien, et comment on doit le gérer? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une zone d'exclusion d'éoliennes, ce qui pourrait être l'objectif de ce périmètre qui est l'aire d'influence paysagère. Donc aujourd'hui, on est en cours de définir ce périmètre qui est aujourd'hui en pointillé, on est en cours de définition, et là, pour définir ça, on fait appel à des professionnels de l'espace. Alors, c'est des bureaux d'études qui réunissent plusieurs compétences, la compétence d'architecte, d'urbaniste et de paysagiste.
Donc ce travail-là permet justement de mieux appréhender en fait l'espace d'une colline dans son environnement et comment on peut bien le comprendre et l'appréhender. Mais ce qui est difficile à faire comprendre, c'est la valeur universelle exceptionnelle, comment cette valeur doit être comprise au regard de son environnement. Comment la basilique est comprise et pourquoi elle est inscrite au patrimoine mondial, parce que c'est un lieu de pèlerinage et donc sa découverte est particulière, et ainsi de suite. Ça permet de définir sa zone d'influence paysagère. Donc tout ça pour vous dire, il y a différentes échelles. Il y a l'échelle locale, comme on l'a dit, c'est l'échelle des élus souvent, l'échelle des élus locaux qui se mobilisent, ou des associations qui se mobilisent pour se dire on est formidable, on a un village, une basilique extraordinaire, par exemple, pour revenir à l'exemple de Vézelay. C'est une échelle aussi nationale, c'est-à-dire qu'on les reconnaît monuments historiques. On le reconnaît en tant que site classé, donc c'est une reconnaissance nationale. Et puis, parfois, on dépasse tout ça et on va à l'échelle internationale dès lors qu'on est inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Donc évidemment, ce qui est important dans toutes ces échelles, ce sont ces interactions. C'est-à-dire comment le local interroge le national. Par exemple, des acteurs qui viennent nous voir, ministère de l'écologie, pour avoir un regard national sur un projet d'inscription, ou toute notre discussion sur... Ah, c'est l'Alhambra. C'est l'Alhambra. Oui, c'était pour changer de la colline de Vézelay, en fait. Mais je peux vous... et l'Alhambra qui est inscrite, évidemment, au patrimoine mondial. Pour vous dire, oui, que les échelles, l'interaction est intéressante entre échelle locale et échelle nationale. Donc, c'est nos discussions que j'ai quotidiennement entre gestionnaires de biens, élus, services déconcentrés et l'échelle nationale. Et puis, évidemment, moi, mes interlocuteurs sont aussi le niveau international, via le ministère des Affaires étrangères, puisque un des interlocuteurs, en fait, moi, je n'interroge pas directement l'UNESCO. Pour des problèmes techniques, oui, mais dès lors qu'il y a un sujet politique, c'est via l'ambassadeur de la France auprès de l'UNESCO. Donc, c'est toute une chaîne, en fait, d'acteurs qui se mobilisent pour être cohérents dans notre discours à l'international. Et puis, il y a aussi le lien entre le local et l'international. Pour revenir à nos questions d'éoliennes, parfois, le local demande l'arbitrage international sur des sujets comme ça. Récemment, il y a un préfet d'un département qui a en charge un site inscrit au patrimoine mondial, voulait interroger l'UNESCO, savoir s'il pouvait ou pas construire des éoliennes à quelques kilomètres du bien inscrit au patrimoine mondial. Évidemment, on lui a dit qu'il y avait peut-être le niveau national avant le niveau international et qu'on avait toutes les compétences nationales pour juger et estimer l'impact d'éoliennes sur un site, non loin d'un site inscrit au patrimoine mondial. Donc, pour vous dire que ces interactions sont complexes, elles ne sont pas évidentes, et dès lors qu'il y a un regard international sur un site, je peux vous dire que c'est pas simple tous les jours, mais c'est à la fois ça qui est passionnant, et c'est là où ma compétence, vu que je suis architecte et ministre de l'État au sein du ministère de l'écologie, je ne suis pas à la culture, je suis au ministère de l'écologie, c'est ma compétence justement d'architecte qui sait gérer différentes échelles, qui est mobilisée en fait. Nous savons, on est tous architectes ici, la plupart. Nous avons été formés à justement mobiliser des compétences, comprendre ces échelles et comment on interroge le local, le national et là l'international pour des dialogues, des discussions, des gestions, des enjeux différents. Après la diversité des échelles, il y a évidemment la diversité des valeurs. Alors, comme l'a esquissé tout à l'heure Michel,
au sein du ministère de l'écologie, nous avons fait ce qu'on appelle une recherche-action, c'est-à-dire que nous avons mobilisé des chercheurs. C'est l'IAE, l'Institut administratif, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Enfin, ce sont des chercheurs type CNRS de Lille qui ont fait tout un travail sur 5 sites que nous avons identifiés, 3 sites, grands sites de France, et 2 sites inscrits au patrimoine mondial. Pour les sites inscrits au patrimoine mondial, c'était... pardon, excusez-moi. C'était Saint-Émilion, dont je vais vous parler, et Val-de-Loire. Et donc, on a interrogé les valeurs d'un territoire. Alors, je ne vais pas vous parler de la valeur patrimoniale, qui est la valeur universelle exceptionnelle. En plus, ce sont des sites déjà inscrits, nous savons leur valeur. Il n'y a pas vraiment de sujet sur leur valeur patrimoniale. En revanche, ce qui nous a intéressé, c'est leur valeur de développement. C'est-à-dire que quand on a une valeur patrimoniale, on mobilise une protection, une gestion et une valorisation de ce territoire. C'est-à-dire qu'on a des investissements sur ce territoire, différents, ça je vais vous expliquer, qui doivent concourir à une cohérence de toutes les politiques du territoire. Alors ces politiques du territoire, pour être précis, qu'est-ce qu'on entend par politique du territoire ? Énergie renouvelable, on l'a vu avec l'histoire des éoliennes, il y a le tourisme, il y a aussi la politique des transports, l'urbanisation, qu'on souhaite maîtriser, ce qui n'est pas toujours le cas, l'agriculture vertueuse, évidemment, et une cohésion sociale. Donc ces politiques, comment elles se mettent en cohérence ? Quand on parle de projet de territoire, c'est cette cohésion qui est recherchée. Et donc du coup, on investit certains moyens, alors les moyens financiers, des moyens humains, et puis la méthode. Et ces moyens peuvent être des ressources dans le temps. Ces moyens peuvent être très conséquents. Ça peut être à la fois des financements publics et des financements privés. Et puis, on le mobilise dans un projet de territoire avec des réalisations dans le temps. Donc du coup, on a recherché dans cette recherche-action à savoir les effets, c'est-à-dire à voir sur le terrain exactement quels effets économiques, sociaux, environnementaux et territoriaux ont été mesurés. Alors mesurés, pas forcément mesurés de manière quantitative, mais aussi qualitative. Donc en fait, on a essayé de voir précisément s'il y a eu des effets suite à l'inscription, par exemple, au patrimoine mondial. Ça, c'est une des grandes questions qui motive souvent l'inscription au patrimoine mondial. Je veux inscrire mon territoire au patrimoine mondial. Ça, c'est souvent les élus qui souhaitent inscrire leur territoire. Comme ça, j'aurai plein de touristes et les gens seront contents et on sera très attractif et ça sera formidable. On s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Mais ça, je vais vous l'illustrer avec le cas de Saint-Émilion, inscrit au patrimoine mondial depuis 1999. On a choisi des sites inscrits au patrimoine mondial depuis un certain nombre d'années. C'est pour voir s'il y avait un vrai effet. C'est-à-dire les sites inscrits récemment, c'était trop récent pour savoir si, par exemple, le bassin minier, inscrit en 2012, a vu une fréquentation touristique faire un boom. On a regardé des sites un peu plus anciens, comme voilà, Saint-Émilion et puis Val-de-Loire. On a aussi regardé les valeurs sociales, c'est-à-dire la qualité du cadre de vie. Est-ce qu'il a été modifié parce que, comme on est inscrit au patrimoine mondial, on veut être beau, parfait et merveilleux? Est-ce que la cohésion sociale, est-ce que on est resté avec notre diversité, notre mixité, ou est-ce que c'est que des bobos qui sont venus s'installer? Enfin, je suis un peu provocatrice, mais vous allez voir, Saint-Émilion, justement, interroge beaucoup cette valeur. La valeur territoriale, c'est un petit peu aussi, Michel l'a abordé tout à l'heure, est-ce qu'on a changé d'image et d'identité? C'est-à-dire que est-ce qu'on porte un regard sur notre territoire dans lequel on habite différent? On l'a un peu vu, enfin, on est en train de l'observer sur le bassin minier, c'est-à-dire que les gens qui habitent le bassin minier
depuis qu'ils sont inscrits au patrimoine mondial, ils ont une sorte de fierté d'habiter ce territoire, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et puis, quand on parle de dynamique territoriale, c'était la gouvernance. Est-ce que les gens se sont mis autour de la table? Michel a parlé justement du club qui s'est passé à Bordeaux. Souvent, quand il y a quelque chose un peu dramatique dans un territoire, ça fédère et ça met les gens autour de la table pour réagir. On le voit à différentes échelles. Donc là aussi, on a interrogé, est-ce que l'inscription au patrimoine mondial a permis ce que les gens se mettent autour de la table, soit pour faire le dossier d'inscription, soit même s'ils sont inscrits depuis longtemps, on le voit, ils se mobilisent pour faire un bon plan de gestion. Ou pas, il y a des territoires où on n'arrive pas à faire de bonne gouvernance, mais ça c'est un autre débat. Et puis on a interrogé aussi la valeur environnementale. Est-ce que les paysages sont mieux conservés? Est-ce qu'on a mobilisé plus de protections, que ce soit des protections entre guillemets régaliennes ou des protections du type document d'urbanisme? Est-ce qu'ils sont mieux pris en compte, les paysages sont mieux pris en compte dans les documents d'urbanisme ou pas? Et puis, est-ce qu'il y a des avantages aussi environnementaux? Est-ce que l'espace est mieux conservé pour que, en gros, l'environnement soit de meilleure qualité que si on n'était pas, entre guillemets, labellisé, même si le mot est un peu tabou, mais labellisé territoire d'exception. Et évidemment, comme les échelles, c'est l'interaction entre ces valeurs qui sont à la fois passionnantes et problématiques, puisqu'elles interagissent les unes avec les autres. Évidemment, quand on a des retombées économiques, on peut être... ça a un lien avec la valeur sociale, etc. Donc c'est ces interactions-là qu'il faut à la fois décrypter, comprendre, et pour mieux, en fait, l'idée, c'est, si on a fait cette recherche-action, c'est pour aboutir à un guide pour nous, les membres de l'État, mais aussi pour les collectivités territoriales, pour qu'elles dirigent mieux leurs investissements, en fait, et leurs actions et leurs projets de territoire. Dès lors qu'on connaît mieux son territoire, on peut mieux construire son projet. Donc, pour illustrer tout ce propos très théorique, je vais vous parler de Saint-Émilion, pour illustrer ses valeurs sur Saint-Émilion. Donc, Saint-Émilion, proche de Bordeaux. Alors, Michel pourrait mieux en parler que moi, puisqu'elle est l'experte des espaces viticoles. Alors, pour vous expliquer, donc il y a cette juridiction de Saint-Émilion entourée de vignes. Alors, ce qui est inscrit au patrimoine mondial, en fait, c'est plusieurs communes. Donc, la zone inscrite au patrimoine mondial, c'est cette zone-là, celle qui est encerclée de jaune. Et la zone tampon, c'est cette zone-là, en fait. Celle qui émerge un petit peu, oui, on voit quand même suffisamment bien, je pense. C'est cette zone tampon. Donc, c'est plusieurs communes et c'est la valeur de la juridiction de Saint-Émilion est surtout basée sur le fait que c'est un exemple remarquable d'un paysage viticole historique qui a survécu intact et en activité de nos jours. Donc c'est un paysage culturel, dans la catégorie des paysages culturels au patrimoine mondial, et qui a été inscrit en 1999. C'est le premier paysage culturel en France, inscrit au patrimoine mondial. Pardon. Donc la valeur économique de ce territoire. On a regardé s'il y avait des retombées en termes de... Est-ce qu'en gros, pour être assez simple, est-ce qu'en gros, ils vendaient plus de vin parce qu'ils étaient inscrits au patrimoine mondial, et est-ce qu'ils avaient plus de touristes? En fait, 99, donc ça fait à peu près 15 ans que ça inscrit. Et bien, on s'aperçoit que sur les 15 années, il y a peu ou pas d'effets suite à l'inscription. C'est-à-dire que, de toute manière, le vin était très connu avant d'être inscrit au patrimoine mondial, et donc ils n'ont pas vendu plus de vin suite à l'inscription. De la même manière, le tourisme n'a pas été fortement modifié, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas plus eu de visiteurs sur ce territoire. Et ça, alors aujourd'hui, c'est vrai que depuis... Pour moduler un petit peu mon propos, depuis quelques années, ils ont une offre touristique plus large. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de fréquentation, en fait. Mais ils ont monté en qualité, en fait, d'offre d'accueil. La valeur sociale. Alors là, la valeur sociale, elle est particulière. Alors, il y a évidemment donc une amélioration de l'appropriation du territoire par les visiteurs.
Il y a un bon cadre de vie, mais est-ce que c'est dû à l'inscription au patrimoine mondial? Ça, on peut s'interroger. Et surtout, au niveau social, il y a une éviction progressive, durable, des populations traditionnelles et modestes. C'est-à-dire que la juridiction, enfin, pour plusieurs facteurs, c'est-à-dire que les prix des vignes étant tellement élevés qu'il n'y a pas d'étalement urbain, donc du coup, le prix des mobiliers est très fort. Aujourd'hui, Saint-Émilion, c'est des caves qui vendent du vin, c'est des restaurants, mais ceux qui travaillent ici ne peuvent pas se loger. Ils sont obligés d'aller beaucoup plus loin pour se loger. Donc en fait, les populations traditionnelles et modestes ne peuvent plus se loger sur la juridiction de Saint-Émilion. On voit du coup vraiment un phénomène social assez particulier, c'est-à-dire ça devient un petit peu une mise sous cloche sociale. Ça devient un ghetto un peu particulier. C'est un peu fort, le mot ghetto, mais en tout cas, le processus est très, très enclenché depuis plusieurs années. Alors, la valeur territoriale, évidemment, l'inscription, enfin évidemment, c'est pas forcément une évidence, mais l'inscription sur la liste du patrimoine mondial est venue perturber l'image, c'est-à-dire certains acteurs du territoire l'ont vu comme soit un moyen d'avoir une attractivité supplémentaire en disant génial, nous sommes les champions du monde, on est inscrit au patrimoine mondial, et d'autres l'ont vu comme une contrainte. En disant c'est un regard international qui vient se positionner sur notre territoire, en plus de tout le reste, c'est des contraintes supplémentaires. Et donc du coup, il y a eu un engagement modéré des acteurs, c'est-à-dire ils disent oui, c'est pas mal, mais les contraintes, on n'est pas forcément pour, quoi. En fin de compte, il n'y a pas des contraintes supplémentaires qu'on a inscrites au patrimoine mondial. Les protections sont d'ordre national. C'est-à-dire que quand on est inscrit au patrimoine mondial, on est soit monument historique, soit site classé, soit parc national, mais on n'a pas une protection, la France n'a pas inventé une protection spécifique dès lors qu'on est inscrit au patrimoine mondial. On a une protection nationale, donc on n'a pas une contrainte supplémentaire. En revanche, on a une exigence parce qu'on doit des comptes à l'international. Mais j'ai envie de dire, parfois... Est-ce on pourrait avoir cette exigence? Sur les grands sites de France, on a aussi cette exigence-là d'être exemplaire et de très bons gestionnaires. On a regardé également sur la dynamique, c'est-à-dire est-ce que l'inscription au patrimoine mondial a permis de mettre les gens autour de la table. Et là aussi, on voit que la gouvernance, elle est assez fragile. Ils se sont fédérés entre les communes, mais et ça a été plutôt une bonne chose. C'est ce qu'on a observé, une gestion plus globale et plus complexe, alors qu'avant l'inscription, ils étaient juste à gérer leurs moyens de production. Donc ça, c'est plutôt des plus-values positives. Mais encore une fois, enfin c'est pour ça que je l'ai indiqué sur cette slide. La gouvernance reste fragile, c'est-à-dire que on n'a pas de problème majeur. Si demain on a un problème majeur, je ne sais pas comment les choses vont réagir. Et enfin, la valeur environnementale. Alors, il y a eu effectivement la réussite des mesures de protection. Alors, on peut revenir peut-être à la carte. Il y a un système de protection qui fait appel au Code du patrimoine, puisqu'il y a une ZPPAUP, il y a des monuments historiques, etc. Donc du coup, les protections ont bien marché. Ça, les bâtiments sont bien protégés. Ça, il y a vraiment une réussite au niveau des protections. En revanche, je vais en revenir. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'étalement urbain, mais ce n'est pas forcément lié en fait, à une protection spécifique du niveau national. C'est plutôt le fait par le prix des vignes. On peut le voir aussi en Bourgogne ou en Champagne, qui sont deux dossiers qui sont en cours d'inscription. Il y a l'AOC, en fait, le prix des vignes, pour moi, est un bon garant d'un étalement urbain futur. Donc, mais là aussi,
c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a la solidarité, elle fait d'opportunités, c'est-à-dire que le prix des vignes protège l'étalement urbain, mais tant mieux, on n'a pas besoin de faire une protection supplémentaire, et où on peut en faire une si nécessaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des effets d'opportunité qu'il faut comprendre et analyser. Donc, mon propos, c'est aussi vous expliquer comment, de cette diversité d'échelles et de valeurs, on arrive à des projets de territoire. Comment on l'a pu le voir, c'est-à-dire que c'est la connaissance du territoire qui permet plusieurs choses. Cette connaissance du territoire, elle permet de comprendre et d'asseoir une stratégie pour un projet ambitieux. Quand on connaît son territoire, par exemple, je pense au bassin minier qui s'est mobilisé, qui a pris la connaissance de son territoire particulier en disant on a un héritage particulier qui est les mines. On va faire une stratégie, faire porter ce projet ambitieux pour la reconnaissance au patrimoine mondial. Donc c'est la connaissance du territoire, et là effectivement on fait appel à des experts, des historiens entre autres, pour le bassin minier, mais ça peut être pour les territoires qui se basent sur une candidature naturelle. C'est évidemment des biologistes, des géologues qui se mobilisent en disant là ça vaut le coup, c'est intéressant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour construire cette connaissance, elle est nécessaire, mais il faut la tordre en fait. Une valeur universelle exceptionnelle, ce n'est pas un savoir scientifique. C'est pas le fait d'avoir, alors là je parle pour les biens naturels, mais c'est pas le fait d'avoir 40 bestioles sur un territoire qui fait qu'on est inscrit au patrimoine mondial, même si ces bestioles sont exceptionnelles et uniques au monde et endémiques, etc. C'est pas suffisant, c'est nécessaire. Évidemment, il faut avoir une espèce endémique sur un territoire, c'est une plus-value, ou avoir un bâtiment exceptionnel, ça permet d'appuyer sa valeur universelle exceptionnelle, mais il faut tordre ce savoir, ce qui est assez difficile. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux porteurs de projets. Il faut tordre ce savoir pour construire une valeur. Et c'est une construction un peu complexe qui nécessite justement un accompagnement spécifique. Mais je pense que Béatrice Boisson-Saint-Martin hier vous a expliqué quel est l'accompagnement que les ministères proposent. Et donc du coup, c'est pour ça que ça permet d'avoir un travail long, parce que si c'était qu'un savoir scientifique, on dirait, il y a 50 bestioles endémiques à cet endroit-là, il faut l'inscrire tout de suite au patrimoine mondial. Maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ça permet aussi de faire mûrir cette stratégie, ce que certains territoires ont très bien compris. Ils ont compris le fait que ça pouvait faire un effet levier. C'est-à-dire que quand ils construisent une stratégie qui porte cette valeur universelle exceptionnelle et qu'ils arrivent à être inscrits au patrimoine mondial, comme l'a dit Michel tout à l'heure, c'est le début, en fait, c'est un long processus, mais dès lors qu'ils sont inscrits, c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire que c'est le début où ils peuvent faire basculer leur territoire vers un projet de gestion exigeant et vers du développement durable. C'est-à-dire que dès l'instant, par exemple, bassin minier, c'est assez flagrant. On observe le fait qu'ils ont basculé dans un meilleur regard, une meilleure identité de leur territoire. En tout cas, quelque chose de vertueux, de positif. Et donc, du coup, ils peuvent développer d'autres politiques de développement durable, notamment une exigence sur les cités minières. En ce moment, on est en train j'espère que ça va marcher, mais leurs cités minières qui sont reconnues internationalement, on va éviter de transformer toutes ces cités minières, ce que j'appelle en thermos, avec de l'isolation par l'extérieur. On va justement faire une transition énergétique exigeante, prenant en compte toutes les spécificités d'architecture de ces cités minières, et on va avoir une vraie politique de développement durable. C'est-à-dire qu'on aura des logements de qualité avec une isolation et énergétiquement viable, en protégeant l'architecture parce qu'elle est reconnue et que elle est essentielle,
et qu'il faut absolument la protéger, et en même temps en essayant, et ça c'est un vrai défi, en essayant de maintenir les populations sur place, en évitant ce qui s'est un peu passé à Saint-Émilion, que ce soit quelque chose de ghetto hors de tout. Donc c'est ça qui fait basculer les territoires, et c'est là où l'effet levier patrimoine mondial est intéressant de comprendre. Donc pour terminer mon propos, c'était vous illustrer ce qu'on appelle projet. Alors projet, pour moi, donc on l'a vu, c'est des interactions avec les habitants. La mobilisation des habitants est essentielle, on le voit, et c'est même ICOMOS et UICN sont très attentifs à ce que, au moment de l'évaluation, à ce que les habitants soient associés à la démarche d'inscription. L'attractivité, le tourisme, les investissements, les décideurs politiques à toutes les échelles, donc c'est déjà un jeu de rôle assez complexe. Et puis, comme on l'a vu, il y a un ensemble d'échelles de territoire assez complexes à comprendre, comme dès lors qu'en plus on remet la couche internationale. Il y a un ensemble de valeurs du territoire, les valeurs patrimoniales, mais les valeurs aussi territoriales, économiques, sociales, territoriales. La connaissance et l'expertise de ce territoire qui évolue dans le temps. C'est pas figé, la connaissance, elle s'enrichit tous les jours, et vous, à mon avis, vous le savez aussi bien que moi. Et puis, évidemment, c'est complexe. Les interactions sont encore plus... C'était une volonté de faire une slide un peu fouillis pour vous dire que, évidemment, il y a des interactions dans tous les sens, et c'est absolument pas simple de les hiérarchiser, de les comprendre, de les analyser. Et donc, du coup... Je me disais, est-ce que l'architecte se positionne en chef de projet? Je pense que oui. Mais on a été formé aussi à ça, je pense. Justement, quand on construit un projet, c'est toutes ces interactions-là qu'il faut gérer, qu'il faut hiérarchiser, qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser. Et donc, l'architecte est pour moi celui qui est le chef de projet de tout ça. En tout cas, il peut être conseiller et être au centre de ce processus. Donc évidemment, pour moi, l'architecte n'est pas le seul devant cette étendue magnifique et difficile. Il n'est absolument pas le seul au monde. Il est plutôt dans cette position de chef d'orchestre qui doit interagir avec des acteurs assez différents, parce que les échelles et les valeurs, en fin de compte, c'est avant tout des interactions entre des gens, entre un jeu de rôle, un jeu d'acteurs assez complexe. Et c'est plutôt cette vision-là, pour moi, ce que c'est un projet de territoire, notamment l'inscription au patrimoine mondial et sa gestion un peu complexe. Voilà.